Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 5, l'animal selon les philosophes. Épisode 40, Kant, droits et devoirs de l'homme vis-à-vis de l'animal. La réflexion de Kant sur l'animal prolonge celle de Rousseau et porte avant tout sur ses droits. Plus exactement sur la relation juridique et morale que l'homme entretient avec la bête. Avons-nous tous les droits sur les animaux? Sommes-nous tenus par des obligations morales vis-à-vis des animaux? De fait, l'animal est un vivant auquel on ne reconnaît pas de raison, et par conséquent aucune aptitude à la moralité. Faut-il pour autant en conclure que l'animal échappe à toute relation morale? Par ailleurs, si nous avons des obligations morales envers les animaux, n'est-ce pas parce que ce qui se joue dans notre rapport à l'animal, eh bien ce serait notre rapport à nous-mêmes? Kant précise dans la doctrine de la vertu, en 1797, je cite, « Concernant la partie des créatures qui est vivante, bien que dépourvue de raison, un traitement violent et en même temps cruel des animaux est intimement opposé au devoir de l'homme envers lui-même, parce qu'ainsi la sympathie à l'égard de leur souffrance se trouve émoussée en l'homme, et que cela affaiblit et peu à peu anéantit une disposition naturelle très profitable à la moralité dans la relation avec les autres hommes, quand bien même, dans ce qui est permis à l'homme, s'inscrit le fait de tuer rapidement. En réalité donc, si nous avons des devoirs vis-à-vis des animaux, eh bien, c'est parce que les maltraités nous dégradent. Les maltraités nous maltraitent. En maltraitant l'animal, nous nous déshabituons de la capacité à souffrir de la souffrance de l'autre, capacité nécessaire à nos rapports moraux avec nos semblables. Pourtant, si ce qui se joue dans notre rapport aux animaux est bien notre rapport aux autres hommes, donc à nous-mêmes, ne peut-on pas exploiter ou manger un animal? Kant distingue ce qui nous est permis vis-à-vis de l'animal et ce que nous devons avoir en horreur, à savoir, je cite, les expériences physiques qui les martyrisent pour le simple bénéfice de la spéculation. Donc pas de cruauté inutile. Et on reprendra plus tard cette approche utilitariste, si importante dans notre relation moderne aux bêtes. Ce qui est inutile est mauvais. Ce qui est utile est nécessaire. Kant précise bien que nous ne devons pas soumettre les animaux à des expériences si nous pouvons accéder aux résultats escomptés par d'autres moyens. Alors, est-ce à dire que nous avons vraiment des devoirs envers les animaux, envers le monde animal? En réalité, selon Kant, nous devons la reconnaissance, en effet, à notre vieux chien, notre vieux cheval. Et il s'agit au fond d'une obligation morale, mais encore une fois, c'est une obligation morale vis-à-vis d'un être non raisonnable. Alors le philosophe opère une distinction pertinente. Cette reconnaissance, dit-il, appartient indirectement au devoir de l'homme. Mais envisager directement, ce n'est jamais qu'un devoir de l'homme envers lui-même. Nos devoirs à l'égard des animaux ne sont rien d'autre que des devoirs envers nous-mêmes. Même la reconnaissance pour les services longtemps rendus par un vieux cheval ou un vieux chien, je cite Kant, comme s'ils étaient des personnes de la maison, appartiennent indirectement au devoir de l'homme, à savoir au devoir conçu en considération de ces animaux, mais cette reconnaissance, envisagée directement, n'est jamais qu'un devoir de l'homme envers lui-même. Alors on l'a bien compris, cette réflexion kantienne sur l'animal est évidemment extrêmement anthropocentrée, et puis elle porte sur une nature qui est finalisée. D'ailleurs, on connaît la formule célèbre de la critique de la faculté de juger, je cite, « Étant sur Terre le seul être qui possède un entendement, donc une faculté de se proposer arbitrairement des fins, l'homme mérite le titre de seigneur de la nature. Il est, selon sa destination, la fin dernière de la nature. »